à tous et merci d'être là aussi nombreux. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Agnès Costa, qui est présidente de Fragonard, avec ses deux sœurs, Françoise et Anne. Et puis Clémentine Laroumet, avec Antoine Ricardou, qui sont à la fois deux amis d'enfance, et ils ont créé ensemble une aventure entrepreneuriale. Enfin, c'est à la fois que je voulais dire, c'est que c'est à la fois une aventure amicale et une aventure entrepreneuriale, puisqu'ils créent en 2000 Bipôle, qui se transforme 20 ans plus tard en Atelier Saint-Lazare, et qui est un atelier pluridisciplinaire qui est un studio de création en graphisme et en architecture qui fait en gros du repositionnement de marques en fonction de leurs valeurs et de leurs histoires. Est-ce que c'est exact ? Oui, c'est exactement ça. Merci. Et donc ça va de l'architecture, puisqu'Antoine est architecte, à l'architecture d'intérieur, à la direction artistique, au choix des œuvres, quand il s'agit d'hospitalité, et au choix des meubles, qu'ils sourcent, qu'ils chinent ou qu'ils créent. Vous voyez à quel point leur activité est large, éclectique. Alors, Atelier Saint-Lazare, c'est une quarantaine de collaborateurs qui travaillent pour la plupart des grandes marques françaises, puisqu'ils travaillent aussi bien pour Fragonard. Et vous allez nous expliquer, vous allez nous donner, de faire un retour d'expérience. Ils ont travaillé pour le concept store Merci, pour l'artisan parfumeur, la marque de prêt-à-porter Cézanne, Maison Plisson, La Samaritaine, et puis aussi pour beaucoup d'hôtels, puisque le secteur de l'hospitalité, c'est un secteur très important de votre studio de création. Donc il y a eu le Pigalle à Paris, les Roches Rouges à Saint-Raphaël, les Sources de Cheverny, le Barn, les hôtels nomades à Londres ou New York. J'en passe, et des meilleurs, et enfin des chefs, aussi bien Cyril Lignac, Stéphanie Lequesec ou Alexandre Gauthier. Vous voyez à quel point leur activité, le champ de leurs compétences est large. Mais avant qu'ils vous expliquent un peu comment ils travaillent, je voudrais qu'on revienne un peu sur des rencontres qui ont été déterminantes, puisque je crois que vous avez la première personne qui a été importante dans votre parcours, c'est Pierre Berger. C'était une rencontre décisive quand on regarde le parcours en arrière, souvent qu'il y a des moments assez clés comme ça et on s'en rendait pas compte à ce moment-là. Il est venu nous voir via un de ses avocats en fait, lui, il savait pas très bien qu'il venait nous voir, nous, mais il est venu nous voir via un de ses avocats pour redessiner une collection de musique classique une société qu'il avait rachetée à New York. Et qu'est-ce que vous entendez par musique classique, des disques ? C'était un label qui s'appelait Andante et qui rééditait des enregistrements extraordinaires classiques, oui. D'accord. Et petit à petit, on nous faisait faire du design. Cet intermédiaire nous faisait faire du design. On était deux dans le bureau avec Clémentine. Cet intermédiaire nous faisait faire du design et il nous disait je vais aller voir ce monsieur. On ne connaissait même pas son nom. Et on s'est retrouvés un jour à faire des allers-retours et lui dire mais est-ce qu'on peut venir avec vous ? Et on s'est retrouvés 5 avenue Marceau. Le Saint-Laurent, la maison Saint-Laurent n'était pas encore finie. Monsieur Saint-Laurent était encore là. Et on a compris que c'était avec Monsieur Berger qu'on avait rendez-vous. Et beaucoup de choses qu'on nous avait faites faire avaient été un peu laissées de côté. On nous dirigeait. Enfin, ce rendez-vous était très compliqué. Monsieur Berger n'était pas très content. Et je comprends que plein de choses qu'on avait dessinées n'avait pas été présenté de la manière avec laquelle on l'avait fait. Et je comprends que je peux lui ramener le lendemain exactement ce qu'il veut, parce qu'en fait, on l'avait déjà fait. Mais alors, qu'on comprenne bien, ce qu'il voulait, c'est quoi ? Que vous fassiez l'identité visuelle des pochettes ? À l'époque, c'était des... Ouais, exactement. Vinyles, à l'époque, c'était du graphic design pur. C'était l'identité de ce label qui s'appelait Andante et tout le graphic design de la collection. D'accord. Ouais, exactement. Et à partir de là, il y a eu une histoire
Amical. Et on est revenu le lendemain avec beaucoup de choses qu'il avait demandé la veille. Il a été extrêmement étonné et il s'est dit, dis donc, ils vont très très vite cela. Et ça a été un peu le déclenchement. Et à partir de là, il nous a confié quasiment tous ses projets culturels. Donc on a travaillé pour la Maison Zola, Musée Dreyfus, qui était un projet qui lui tenait à cœur. On a traversé la Maison Zola, vous dites. Oui, à l'intérieur de la Maison Zola, il y avait le projet de construire un musée Dreyfus. D'accord. Et ensuite, on a construit la Maison Cocteau à Milly-la-Forêt. Hey. Et puis un jour, on était dans son bureau et il était en train d'essayer de racheter Drouot et il était très en colère avec les commissaires-priseurs de Drouot qui ne voulaient pas lui vendre. Ils ont tous une part de cette maison. Et il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, Antoine, on va la faire tout seul, cette maison de vente, s'ils ne veulent pas qu'on rachète. Et on a créé Pierre Berger Associés, qui a été une grande aventure. Et le dernier projet qu'on a fait avec eux, c'était évidemment la création de la fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent. D'accord. Pardon, c'est une question... Vous avez travaillé sur le musée Saint-Laurent à Marrakech ? Non, on n'a pas travaillé sur le musée de Marrakech. D'accord. Et Clémentine, vous pouvez nous raconter un peu, parce que ça c'était donc une rencontre déterminante dans votre parcours, mais je crois qu'il y a eu aussi Marie-France Cohen et son mari, quand ils sont à la genèse de la création du concept store Merci, que vous devez connaître. Exactement. Alors Marie-France, je pense que c'était 7 ans après. On la rencontre via des amis, enfin des connexions communes. Et puis, en fait, au départ, moi, je propose à sa belle-fille de les aider pour les accompagner sur la marque. Et elle me dit non, c'est pas. Je pense que, en fait, c'est comme pour Bonpoint, on fait tout en interne. Donc, à mon avis, on n'aura pas besoin de vos services. Et puis, bon, voilà, on les suivait, on regardait un petit peu comment avancer l'aventure. Et il se trouve que c'était un énorme bateau et que c'était pas aussi facile que Bonpoint, parce qu'il y avait beaucoup plus de lieux, de marques, d'identités au sein de Merci. Et ils nous ont appelés dans un délai complètement fou, qui était, je sais pas, peut-être 4 mois ou... Avant l'ouverture. Et ça, c'était en quelle année ? 2006, 2007. D'accord. Et alors, concrètement, vous avez fait quoi là ? Alors concrètement, d'abord, ce qui était très amusant, c'était la manière avec laquelle tout se construisait. Donc on était dans la cuisine de Bernard et Marie-France. On était entouré de gens qui étaient assez passionnants, parce qu'elle s'était entourée de Jean-Luc Colonna, de Daniel Rosentrock. Enfin, il y avait toute une équipe assez géniale. Et ils sont venus nous voir pour l'identité visuelle, le packaging, la signalétique du lieu. Et il y avait un peu pour la première fois pour nous cette vraie notion de retail et de cet art du packaging et de comment embellir l'expérience. En tout cas, le vrai sujet, c'était l'expérience en magasin. Alors là, je crois que vous avez touché du doigt, à travers les propos de Clémentine, un peu l'activité phare d'Atelier Saint-Lazare, puisqu'ils ont été un peu les pionniers, il me semble, du design narratif. Vous pouvez nous dire un peu de quoi il s'agit, comment vous travaillez, ça consiste en quoi quand on vous appelle ? En fait, c'est un peu lié à notre parcours. Moi, j'étais architecte et Clémentine venait du monde de l'édition. Et ce sur quoi on a voulu se concentrer au début, et c'était ça, Bipôle, c'était de travailler sur la marque. Nous, on passait du temps au Japon, on avait vraiment beaucoup on comprenait l'importance de la marque. Et c'est hyper simple. En 2001, s'occuper des marques, c'était faire de l'identité visuelle et faire du graphic design. L'expression des marques, elle passait à travers le graphic design. Et aujourd'hui, en 2024, les marques, c'est vraiment tout ce qui vous entoure. Et donc finalement, petit à petit, on est redevenu, on a remis l'architecture au cœur du sujet. Et petit à petit, on est venu habiter les lieux. On utilise aussi souvent ce mot-là pour venir faire de l'expression de la marque, mais pas avec des éléments de branding pur, mais avec des éléments narratifs qui sont des éléments qui viennent exprimer peut-être l'histoire qu'on veut raconter, peut-être les sentiments qu'on a eu au moment de l'établissement vraiment du scénario initial dans les lieux. Voilà. Et c'est l'idée que vous vous faites d'un lieu, d'un petit rêve, et que quand vous êtes dedans, vous avez un peu des repères par rapport à ça. Mais l'identité visuelle et la cohérence de la marque,
vous la puisez dans son histoire, dans ses valeurs, enfin ce qu'elle est. Ça sort pas, c'est pas hors sol. D'ailleurs, j'aimerais bien demander à Agnès, puisque vous avez travaillé ensemble sur Fragonard. J'aimerais bien, je pense que plutôt que de faire de grands discours, il n'y a rien de mieux qu'un cas concret. Vous êtes rencontrés comment et quelle a été votre demande à ce moment-là? Nous nous sommes rencontrés, nous sommes venus vous voir. J'avais repéré le travail de l'atelier Saint-Lazare, à l'époque c'était Bipôle, je l'avais repéré dans les journaux, dans les réalisations qu'ils avaient faites, j'avais envie de les rencontrer. Fragonard est une maison un peu atypique parce que nous avons des usines de parfums avec des boutiques. Nous vendons bien sûr de la parfumerie, mais aussi de la maison, de la mode. Nous avons des musées du parfum, des musées de peinture. Nous avions un très beau projet pour lequel j'ai eu envie de les interroger, qui était une boutique à Arles avec une maison d'hôtes. C'était notre première incursion dans le monde de l'hôtellerie. Et l'idée que Bipôle nous accompagne dans une démarche globale qui était mettre en valeur la force de la maison, Fragonard n'est vendu que chez nous, donc c'est assez particulier. Je veux dire, cet univers qui est à la fois très divers et en même temps très ancré sur le métier du parfum correspondait dans plein de côtés à ce que eux pouvaient nous apporter et faire vivre l'esprit Fragonard dans une maison. Donc la petite maison d'hôtes que nous avons ouverte à Arles est modeste, il y a 6 chambres, donc c'est pas très grand, mais ça nous a permis d'abord de nous connaître, de continuer ensuite d'autres aventures ensemble, mais surtout de faire vivre notre concept de parfumerie, de maison et de mode dans un lieu. Voilà. D'accord. Dans un projet comme Fragonard, ce qui est en fait, nous, on connaît pas bien les limites des métiers. Parfois, on fait des cases, on appelle quelqu'un pour faire du graphisme, quelqu'un pour faire de l'architecture, quelqu'un pour faire de l'image. En fait, nous, je pense que c'est de la curiosité, mais c'est aussi de l'envie. On ne sait pas très bien où s'arrêter. Et c'est vrai que Fragonard, c'est un bon exemple parce que quand on vient retravailler une maison d'hôtes et un magasin, en fait, on se permet de commencer à toucher à ce qu'on appelle du merchandising, mais du merchandising, c'est des produits côte à côte, donc finalement, c'est du graphic design, etc. Et en fait, c'est un espèce de milieu où nous, c'est une nébuleuse où on trouve pas de limite, tellement il y a de possibilités d'expression. Et je pense que c'est un peu ça, notre travail à Saint-Lazare, c'est cette perpétuelle recherche et envie de créer des choses. Et il n'y a pas de frontières. D'accord. Dire qu'il n'y a pas de frontières, vous commencez par... Donc, vous aviez déjà travaillé sur les boutiques Fragonard avant de travailler sur la maison d'hôtes? Non, c'était le premier projet. Donc, il s'agissait de transposer l'univers Fragonard, donc de parfumerie, c'est grâce. Il fallait déjà faire une boutique. Parce que cette maison que nous avions achetée à Arles, l'idée c'était de faire une boutique qui soit un peu phare et qui représente la nouvelle identité que nous voulons avoir, puisque à Arles, nous allons ouvrir l'année prochaine un musée de la mode et du costume. Donc pour nous, c'était très important de faire un geste d'architecture et de fédérer la marque qui, Antoine l'a dit, nous avons un peu cette tendance à ne pas savoir nous arrêter non plus, donc pour ça on s'est bien trouvé. Parce que c'est une marque qui est assez généreuse, qui fait énormément de choses et de produits, et il fallait qu'il nous aide à nous structurer pour que Quand ce soit vous dites plus assez lisible. généreuse, vous pouvez vous présenter un peu D'abord, on a une grande variété de produits. Donc, quand on a commencé le développement des produits avec ma sœur Françoise, l'idée était de dire qu'on pouvait trouver du Fragonard partout dans une maison. C'était avant qu'on parle de transversalité, c'était il y a 25-30 ans. Et donc, l'idée était de dire, on trouve Fragonard dans votre salle de bain, sur soi avec les vêtements, dans la maison avec les objets de maison. Évidemment, la maison d'hôte était une façon de fédérer tout ça, voilà, de retranscrire tout ça, avec aussi nos goûts de collectionneurs, puisque nous sommes une famille qui collectionnons beaucoup. Mon père a fait les musées du parfum, la collection la plus importante en collection privée d'objets de parfumerie. Ma mère avait collectionné les costumes provençaux, d'où l'ouverture d'un musée à Grasse autour du costume provençal et le prochain, la mode et le costume à Arles l'année prochaine. Donc, dans cette maison, on mélangeait tous nos univers. Et Antoine et l'atelier Saint-Lazare nous ont beaucoup aidés parce que il y a une ligne dans votre façon de vivre la marque qui nous a fait beaucoup de bien. C'était très important pour nous. Oui. Et ce qui est
il y a beaucoup de gens qui nous contactent et on fait beaucoup de projets. Et ce qui est très compliqué pour nous, c'est d'approcher des projets qui sont aussi portés avec, c'est un mot facile, mais des bonnes valeurs, mais des entrepreneurs visionnaires. Nous, on arrive à faire du beau avec tout. Et c'est souvent beaucoup plus fort quand on fait du beau et qu'on vient poser notre travail sur des projets qui ont quelque chose de très vrai derrière. Et c'est ça qui nous touche beaucoup avec Fragonard, par exemple. Sincérité, mais expertise, parce que le parfum, ils ont une très grande expertise dans le parfum, c'est leurs usines. Et ensuite, quand on parle de tableaux du 18e, ils ont une collection extraordinaire. Quand on parle là de ce fameux musée à Arles du vêtement, du vêtement provençal, la collection, elle est inouïe, ce qu'ils ont récupéré. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très touchant pour nous, c'est quand on va travailler vraiment avec une hauteur d'ambition très très haute. Oui, je comprends très bien. Mais alors, par exemple, vous êtes parti. Racontez-nous votre démarche quand vous avez créé ces 6 chambres d'hôtes. Vous êtes parti de tous ces éléments et vous avez fait émerger quoi pour les gens qui n'ont pas eu la chance de dormir? Toutes les images que vous voyez derrière nous, elles sont toutes déformées. C'est pas les bonnes proportions. Ça m'angoisse depuis tout à l'heure, mais voilà. Elles sont super. C'est super. Il y avait beaucoup de verticales dans ce Elles ont été toutes étirées. Ça m'angoisse un tout petit peu, mais on va continuer. On va parler ensuite de leur création, parce que vous avez bien compris que leur champ est très large. Alors, c'est quoi la question? Revenons à la maison d'hôtes. Moi, pardon. Ah, mais c'est génial de faire une maison d'hôtes. Agnès nous a expliqué un peu toutes les valeurs de la maison et toute leur passion, et comment elles se sont exprimées dans la maison d'hôtes. C'est un univers qui est l'univers de Fragonard, c'est un univers d'une richesse extraordinaire. Je parlais de la peinture du 18e, je parlais des musées, des tissus. Concrètement, oui, c'est très important parce qu'en fait, c'est un projet qui s'est fait entre eux et nous. Nous, on a essayé de rationaliser un peu l'idée qu'on se faisait tous d'une maison à Arles, au milieu de la Camargue, donc de quelque chose et peut-être qu'on a travaillé sur la coque et que cette coque, et moi ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup, cette coque soit capable d'accueillir tout cet univers fleuri, indien et énormément d'objets. Et il fallait construire. Et ça, je pense que c'est très important plutôt que d'imprimer une pâte hyper forte. Finalement un peu terminée quand vous la livrez, il fallait plutôt laisser de la place à toute l'expression créative de Fragonard pour que eux puissent de manière organique et dans le temps venir poser des choses. Et il n'y a pas une réunion où on ne parle pas d'un nouvel objet qu'ils ont acheté en salle des ventes et qui pourrait venir se poser là, etc. Et en fait, c'est toute la différence avec des hôtels et des lieux qui sont figés. Et quand vous avez des relations comme ça, c'est extraordinaire de pouvoir être tout le temps dans ce work in progress qui fait qu'on rajoute des choses, on se permet aussi de se dire que ça ne marche pas et qu'il faut l'enlever. Voilà. En fonction de vos rencontres avec des objets, avec des tableaux Donc c'est une maison qui est très incarnée, avec beaucoup d'œuvres d'art. Oui, ça très 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 incarné, et puis nous fonctionnons beaucoup avec l'esprit d'escalier. Donc la collaboration que nous avons avec ASL fonctionne totalement, parce qu'on arrive avec une idée, on parle avec vous, vous nous donnez vos idées, nous les mettons tous ensemble, et ça nous permet de grandir. Et Fragonard est une marque indépendante, nous tenons à le rester, et c'est très important pour nous d'avoir des gens qui nous aident, parce que la façon dont nous fonctionnons est très courte. Moi, j'ai une équipe créative qui est toute petite. Je travaille avec mes 2 sœurs. Je veux dire, c'est pas une multinationale. Et l'apport créatif, intellectuel et amical que nous donne ASL est très important. Donc, ça nous permet de faire mieux tout le temps. Et ça, le matin, ça donne vraiment du courage pour aller travailler. Oui, et ce qu'on peut rajouter, c'est qu'effectivement, on a énormément de projets avec des entrepreneurs indépendants. Et c'est vrai que ça nous permet d'être beaucoup plus créatifs. Les meilleurs projets, c'est vraiment des projets à 4 mains. On n'a pas de certitude, on a des intuitions, il y a l'expertise des clients. Et on n'impose pas du tout notre vision. Et on suggère, et le projet ne peut pas être bon s'il n'est pas partagé, en fait. Bien sûr. Alors, vous nous avez un peu expliqué, vous avez parlé de cette maison d'hôtes. J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur 1 ou 2 projets importants, notamment dans le secteur de l'hospitalité, parce que il me semble que le Barn
notamment Antoine. Mais tu sais, juste, je te coupe une seconde parce que cette histoire de beaucoup de gens viennent nous voir en disant oh là là, il est super beau ce projet que vous avez fait là-bas, etc. Et je pense que cette relation avec les entrepreneurs visionnaires, c'est la force de notre collaboration. Il y a un autre truc qu'on fait pas chez nous, c'est qu'on fait pas ce qui se fait beaucoup dans les agences d'appel d'offres ou de compétition. Et on l'explique, et c'est peut-être intéressant d'en parler aujourd'hui parce que je ne crois pas qu'on puisse, avec un brief de 2 heures, revenir 15 jours plus tard avec la solution pour une marque comme Fragonard. Alors, Fragonard, c'est exceptionnel parce que c'est une famille vraiment, mais même dans une marque peut-être plus structurée, plus organisée, je ne vois pas où on peut, qui on est pour se pointer avec 2 heures de brief pour... voilà. Et donc, nous, ce qu'on trouve extraordinaire, c'est le chemin qu'on va faire ensemble dans la création. Et c'est ce qui se passe au moment de toutes ces réunions, et c'est comment tout le savoir-faire d'une marque vient à nous, et que nous, avec nos intuitions, et peut-être un peu de savoir-faire, je ne sais pas, on va arriver à le transformer. Et ça a plusieurs vertus, donc celle de faire ce voyage ensemble et de pouvoir se nourrir l'un et l'autre, mais le truc extraordinaire, c'est que c'est des projets comme ça, c'est des projets de 2 ans, 3 ans. Comment tu passes 3 ans avec des gens avec qui tu n'as pas envie d'aller dans ce moment d'atelier créatif où on va pouvoir se parler de tout, ramener les dernières expos, voilà. Et je pense que la compétition et l'appel d'offres ne permet pas ça et au contraire, elle bride ce truc-là. Tu as bien compris, c'est la force du lien aussi. Tellement. Donc il s'agit de transmission. Et, j'allais vous questionner donc, sur 2 projets d'hospitalité que vous avez menés années, qui est le Barn, parce qu'il me semble que vous avez eu une relation privilégiée aussi avec le propriétaire. C'est un hôtel dans la forêt de Rambouillet. Les sources de Cheverny, je ne sais pas quel est Non, le Barn, ça a été un peu un déclencheur pour l'hospitalité. Ça a été vraiment notre premier projet où on s'est retrouvés à tout dessiner, en fait. Donc, qui était le propriétaire et quelle était la feuille de route? Oui, c'était intéressant de pouvoir assumer de construire des hangars agricoles, de rénover des hangars agricoles au milieu d'une forêt et de se rendre compte qu'on pouvait assumer cette fonctionnalité de ces lieux et d'essayer de travailler, et c'est vraiment pas pour mettre des mots chouettes les uns à côté des autres, mais vraiment comme un paysan ou un agriculteur serait venu rénover ces endroits-là. Il faut que ça soit chaleureux, il faut que ça ait une grande simplicité économique, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent pour faire un projet comme ça. Et justement, c'était assez révélateur de ce lieu dans lequel on se mettait, qui était une grande ferme de chevaux. Et il y a eu pour nous, à l'intérieur de ce projet-là, ce qui a été la vertu de ce projet-là, c'était vraiment de venir travailler avec très très peu de moyens, très peu de matériaux, et d'arriver à recréer tout ce qu'on nous recherche quand on vient se poser dans un lieu comme ça, de la chaleur, une espèce de complicité visuelle entre ce qu'on attend et ce qu'on obtient quand on est dedans. Et ça a été, oui, pour nous, l'expression de quelque chose qui nous habite en permanence, travailler avec des matériaux simples autour de la fonction avant d'être dans la décoration. Et on parle tout le temps de ça parce que en fait, je ne crois pas qu'on soit des décorateurs. En tout cas, la décoration, ce n'est pas quelque chose qui vient en premier lieu chez nous. Non, c'est une étape. Ouais, on travaille dans la fonction et nous, on dit que ce n'est pas décoratif, mais que c'est narratif. Ça veut dire que les choses qui vont venir se poser à l'intérieur de cette coque qui doit être ultra fonctionnelle. Quand vous faites un hôtel, quand vous réfléchissez à la chambre, quand vous réfléchissez... ça doit être d'abord la fonction. Il y a le confort dans la fonction. Bien sûr. Et ensuite, on peut venir rajouter des touches de narratif. Mais si vous commencez par la décoration, si vous commencez par le décoratif, j'ai l'impression qu'au bout de 5 ans, le ballon se dégonfle et voilà. Et c'est intéressant que vous parliez du Barn, parce que c'est un projet dans lequel on est en train d'en faire 2 nouveaux maintenant dans la banlieue parisienne. Et c'est un projet qui n'a pas bougé réellement depuis 6 ou 7 ans qu'on l'a fait. Vous voulez dire que c'est un projet qui n'a pas pris une ride? Ben, je crois pas. Et le projet de Fragonard à Arles, c'était un peu ça. C'était de rénover une maison comme une famille l'aurait fait. Une famille ne rénove pas une maison pour 5 ans pour refaire la déco derrière. Elle rénove une maison dans les règles pour que cette maison puisse accueillir ces accumulations et ces histoires de la famille. C'est ça qu'on appelle le narratif. Bon, vous avez compris l'étendue de leurs compétences et leurs exigences aussi. Mais à côté de ça, l'atelier, moi j'ai découvert l'atelier Saint-Lazare
Et ils font plein d'autres choses. Alors notamment, et ça fait très longtemps, ils sont l'un et l'autre très curieux, l'un et l'autre très ouverts et très créatifs. Et donc vous avez, en plus des activités d'architectes d'intérieur, de design narratif, ils ont aussi créé une maison d'édition, photographique qui s'appelle Portrait de ville. Et vous avez, Clémentine, vous avez démarré quand Qu'on a démarré en 2007. Ouais. Donc c'était important pour nous d'avoir des projets en parallèle, des projets avec nos clients, ça nous nourrit, ça nous permet de chercher aussi. Alors présentez-nous un petit peu ces livres, Portrait de parce qu'ils ont une identité très forte. Ouais, ils sont assez particuliers. L'idée c'était de laisser carte blanche à des photographes, des artistes pour nous présenter la ville de leur choix. Donc la ligne éditoriale, elle était pas très commerciale, puisque les artistes ont choisi souvent des villes moins connues, moins touristiques, souvent vraiment des pépites. Et surtout des signatures photographiques aussi. Signatures photographiques, on avait des jeunes photographes, des grands talents, des grands photographes, Harry Gruyart, Philippe Chancel, Steve Hayat, et des plus jeunes. Donc c'est évidemment une rencontre à chaque fois avec ces artistes, des émotions liées à leur travail. Et ensuite, ils étaient entièrement libres de faire de partir dans la ville de leur choix, ou c'était des villes qu'ils avaient déjà visitées, et ils nous présentaient leur travail. Alors des villes, donnez-nous quelques exemples. Alors je commençais par les moins connus, qui sont presque mes préférés, mais il y a Asmara en Érythrée, Tbilissi en Géorgie, on a eu Calcutta, Lisbonne, New York, Los Angeles, Tokyo, Sarajevo, donc c'est très éclectique. Et le dernier ? Et le dernier, c'est le Caire. d'Alistair Taylor-Young. Alors, ne vous méprenez pas, ce sont des livres de très grande qualité, mais ce sont des livres photographiques. Il n'y a pas de texte. Donc, c'est à travers le regard du photographe que vous découvrez une ville. Et ils ne sont pas touristiques. Et nous, c'est vrai que ce qui nous a plu, évidemment, dans ce projet-là, aussi au-delà du projet photographique, c'était l'édition, l'objet, et donc de repenser le livre de photographie, qui a été pour nous un vrai jeu de choisir les bons papiers, le bon format, et d'aller vraiment dans le détail. Ce qui est aussi ce qu'on fait dans nos projets, c'est de pouvoir travailler une matière pauvre et l'anoblir avec des techniques d'impression, des marquages. Voilà, donc le livre est assez petit, c'est une collection en couleurs. Et certains écrivent à l'intérieur, d'autres les achètent comme des ouvrages photographiques. Il a plusieurs usages. Alors, Clémentine, je crois, elle a lâché un mot, amoureux du détail. Et de l'édition de livres, ils sont passés aussi à l'édition d'objets, puisqu'en déménageant, en fait, ils ont créé un atelier pluridisciplinaire où vous créez in situ. Et on a vu, vous voyez les bureaux, mais vous avez créé aussi bien des lampes, des tréteaux, des bureaux. Oui, c'est un peu le changement de Bipôle vers Saint-Lazare. Il se trouve que les bureaux que vous voyez, c'est vraiment les premières photos de nos bureaux. Aujourd'hui, c'est malheureusement moins bien rangé. Mais on a eu la chance de pouvoir acheter un atelier dans un bel immeuble haussmannien, fond de cour, dans le 9e. Rue Saint-Lazare. Il n'y a pas de hasard. Exactement, rue Saint-Lazare. Et donc, on avait envie d'étendre un petit peu ce métier, de retrouver en tout cas dans nos métiers un peu plus d'artisanat et de pouvoir faire beaucoup de choses avec nos mains. Donc les architectes qui font leurs propres maquettes, les graphistes qui eux aussi font beaucoup de choses, mais il y a une presse pour faire de la gravure, on a un four à céramique. On avait déjà en tête de développer ASL, on ne savait pas exactement encore quelle forme ça prendrait, mais on voulait développer notre propre marque d'objets, et donc on voulait un lieu qui soit aussi un lieu pour préparer nos commandes, pour pouvoir faire tout ce travail de marchands. Mais revenons un peu sur ces objets, parce qu'ils ont quand même... Il y a des histoires derrière, il y a du sens, notamment la table bureau, le tabouret au koumé, là, que vous voyez, le caisson, est très polyvalent. Derrière chaque
En fait, on a créé cette marque où en fait, on a développé cette ligne d'objets, pas en faisant des collections, mais plutôt avec des besoins ou des rencontres. Il y a deux manières. Alors, beaucoup de nos contemporains, architectes, designers travaillent aussi de cette manière-là. Il y a deux manières d'aborder un objet. Soit il y a un besoin dans un projet de dessiner une lampe qui va venir se positionner. Et souvent, l'artisanat qui va avec, en tout cas dans notre cas, même si c'est un hôtel de 90 chambres, souvent l'artisanat qui va avec, il a besoin d'une petite production supplémentaire pour pouvoir passer à un prix raisonnable dans un moule. Voilà. Parfois, la production artisanale a besoin juste de quantités un peu supérieures. Cette plateforme ASL nous permet déjà de dire, très bien, s'il faut faire 100 lampes et qu'on en a besoin que de 50 sur ce projet, on en remettra cette lampe, beaucoup de gens la veulent, on la met sur la site et puis elle peut prendre le temps qu'elle veut. C'est pas des collections absolument tout le temps, mais il y a 50 lampes qui restent. Et puis si elle marche super bien, on la refera. Mais sa naissance, c'était un besoin sur un projet. Et il y a une autre naissance de projet. C'est l'un et l'autre qui dessinaient? On décide ensemble, ouais. On fait tout ensemble. Hein. Tout à quatre mains. Ah oui. Et tout est produit sur place? Les dessins, Non, mais après on dessins, travaille avec des artisans en France et en Europe qui travaillent. On prototype beaucoup à Paris si on peut, mais certaines choses chez nous, mais sinon essentiellement quand même chez des artisans. Alors aujourd'hui, donc cette ligne s'appelle comment? ASL. Et il y a combien d'objets? Enfin, ça part de l'objet jusqu'au canapé. J'en sais rien. Non, je sais pas. Il y a peut-être une. Non. Il y a une quarantaine. Quarantaine. Oui, quarantaine de produits, puis les produits se déclinent. Antoine parle effectivement de ces projets qui naissent, de ces objets qui naissent de projets. Donc, avec Fragonard, il y avait une lampe qui avait été dessinée. Ouais. Et elle a été un petit peu revue pour ASL. Et donc, typiquement, un projet qui est né, un objet qui est né d'un projet, ou le banc du Barn aussi. Et ensuite, c'est aussi de l'usage, de la fonction. Les tables d'atelier, ce sont nos tables qui existent en plusieurs formats. Le caisson, c'est un objet qui nous était très utile sur des shootings qu'on utilisait nous au bureau, qui étaient des je trouve qu'il est justement. J'aimerais bien qu'on s'arrête sur le caisson parce que je trouve qu'il est très intéressant et très polyvalent puisqu'il a plein d'usages possibles. Comment il est né celui-là? C'est une Apple Box. C'est les proportions de l'Apple Box que vous retrouvez dans les studios. À l'origine, c'était construit en contreplaqué par les régisseurs dans les studios pour des besoins. Et cette Apple Box, elle a pas d'angle arrondi comme la nôtre. La poignée est un peu différente, mais ce sont ces proportions-là. L'Apple Box, c'est assez sympa. Elle a 3 noms. Elle en a une quand elle est verticale, elle s'appelle New York. C'est dans les studios de photographie, on l'appelle comme ça, New York parce que c'est très haut. Ensuite, quand vous la mettez tout à plat, elle a une version qui s'appelle Los Angeles parce que c'est vraiment tout est en voilà. Et je suis en train de réfléchir à la troisième que j'ai oubliée. Donc voilà, et c'est la version quand vous la mettez sur le champ. Donc il y a 3 hauteurs. Mais il y a surtout plusieurs usages. Alors, mais ça c'était vraiment dans sa fonction dans le studio de photographie. Et nous on l'a détourné parce qu'on cette Apple Box, d'abord on en avait au bureau et puis on s'en servait pour poser pour faire une chaise supplémentaire, pour faire une table basse. Vous pouvez en mettre 2 côte à côte. Et en fait tout d'un coup, c'est vraiment l'objet fonctionnel. Par excellence. Et pour nous, juste de la réhabiller, de contreplaquer au koumé, de lui rendre ses formes arrondies, donc beaucoup plus organique et beaucoup plus confortable. C'est juste une transformation, mais on reste dans cette fonction-là. Et la table qui peut faire aussi office de bureau, je crois que j'ai cru comprendre qu'il y avait une inspiration Alvar Aalto. Non, alors dans l'atelier, on a beaucoup parlé d'Alvar Aalto. On a une passion pour Alvar Aalto. Vous verrez les plaintes en tasseau, et l'utilisation du contreplaqué, notamment avec le contreplaqué, avec le champ en chêne plein autour. C'est vraiment la planche que vous avez, le format raisin que vous avez dans les ateliers des Beaux-Arts. Quand vous dessinez, vous punaisez votre planche dessus. Donc c'est vraiment l'idée que le contreplaqué, c'est un bois qui est assez friable sur la tranche. Et donc ça permet de renforcer la tranche. Et on a fait la table de cette manière-là. Mais
La référence du bureau, c'est une fascination parce qu'on a passé beaucoup de temps avec Monsieur Berger et Monsieur Saint-Laurent dans le bureau de Monsieur Saint-Laurent. Et c'est vrai qu'il y avait cette fameuse table avec 2 tréteaux et ces 2 planches de verre pincées où il y avait des photos entre les deux, etc. Et c'est vrai que moi, je me souviens encore être à 4 pattes en train de monter des expositions sur cette moquette avec ce bureau. Et on était assez fascinés. Le tréteau a toujours été quelque chose qui nous a passionnés. On a une collection de photographies très tôt que vous retrouvez. Ce qui est assez chouette aux États-Unis, c'est que les workers, ils construisent leurs tréteaux avant de commencer le projet. Donc il y a plein de manières de le faire. Donc le tréteau, on avait passé un temps fou à l'observer. C'est vraiment l'objet fonctionnel de base. Et on trouve le nôtre magnifique parce qu'on a mis du temps à trouver ses proportions. On a travaillé avec un artisan qui est à Pantin, un ébéniste génial, qui a construit le premier tréteau avec nous. Ça incarne la modularité aussi. Oui, puis on est encore dans la fonction totale. Absolument. Le haut-barn qui est juste là, le tréteau, on était tellement fascinés par les tréteaux qu'on l'a posé. Vous savez, comme c'est un haras, c'est là où vous posez la selle du cheval. Nous, on l'a mis dans les salles de bain et vous posez vos serviettes dessus. Bon, alors vous l'avez compris comme moi, ils ont aussi moultes activités, mais peut-être qu'ils n'en avaient pas suffisamment et suffisamment de clients. Parce qu'ils se sont récemment, à l'automne dernier, ils ont acquis un café dans le 18e arrondissement, qui s'appelle Au Rêve. Et vous allez un lieu patrimonial qui a beaucoup d'histoire. Et effectivement, j'ai été très étonnée d'apprendre que vous étiez tout d'un coup investisseur. Mais si je réfléchis un peu plus, je me dis que c'est aussi une manière pour vous de montrer un peu tous vos savoir-faire, puisque vous avez aussi bien, vous avez racheté un lieu à histoire, et puis ensuite vous avez pris en main, évidemment, l'architecture d'intérieur, la décoration, le choix du chef, la création de la carte, jusqu'au choix des assiettes, etc. Jusqu'au bout, un projet quel complet. était ce besoin, en fait? C'était pas forcément un besoin, c'était une envie. En tout cas, c'était le café que Corentin et Antoine, Corentin c'est notre même associé, c'était leur café, puisque voilà, ils étaient dans le 18e, donc c'est un lieu. Leur café C'était leur café de quartier. Et donc un café qui avait fermé, un café qui avait une histoire assez géniale, puisque la propriétaire qui s'appelle Eliette Égard l'a tenue pendant 50 ans. Il y a un très joli podcast à écouter d'ailleurs sur elle et qui raconte un peu la vie de ce café entre les années 50 et 2000. Voilà, donc ce café a eu plusieurs vies. C'était surtout un très joli lieu de Paris, avec une histoire, avec un lieu d'architecture un peu à préserver. Donc aujourd'hui, effectivement, le voir en vente, c'était aussi voir disparaître un petit peu. Ouais, exactement. Donc au départ, ça a plutôt été un choix plutôt de cœur. Ce projet a été fait parce qu'on a un gérant qui est aussi notre associé dans l'histoire, qui est restaurateur et qui pouvait effectivement, l'idée n'était pas nous-mêmes de devenir restaurateur, mais l'idée était de pouvoir raconter ce qu'on aime dans les lieux, des histoires et se trouver aussi voilà, un lieu pour inviter. On est dans une position, quand on parle à des clients comme Agnès et à tous nos clients, on est quand même dans un truc de donneur de conseils et de toujours dire il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça. Et ça, c'est une position qui nous a souvent dérangé avec Clémentine. Et donc, l'idée d'avoir notre marque, l'idée d'avoir un café, d'expérimenter des choses, quand vous le faites pour vous, vous balayez bien devant votre porte quand vous donnez des conseils aux autres, parce que les écueils, vous les prenez en pleine face. Et avoir une marque et savoir ce que c'est que d'arriver à Maison Objet avec des protos pourris parce que vous n'avez pas reçu au bon moment et que voilà. Quand vous donnez des conseils à des clients, vous leur dites, vous arrivez puis vous regardez, vous dire ils n'ont même pas été capables d'avoir les bons protos. Et en fait, quand vous le faites pour vous, vous vous apercevez à quel point c'est difficile ce métier de développer et de pas être à l'heure et donc d'essayer de composer avec ça, etc. Et dans ce travail d'hospitalité, nous, on n'a pas
encore peut-être un jour un hôtel, mais cette idée d'expérimenter à notre petite échelle l'hospitalité pour nos clients et de se rendre compte à quel point c'est difficile d'avoir la consistance dans la qualité de la cuisine, la consistance dans la qualité du lieu, sa propreté, son accueil. Le service. Voilà, le service. C'est des choses qui nous touchent énormément nous parce que ça nous permet de jouer un peu. Et je dis jouer parce que c'est un plaisir de le faire, mais on peut se planter et vous savez, il y a ce truc où... Là, vous avez les mains dans le cambouis. Ouais, on a les mains dedans. Et évidemment, on a ce merveilleux associé, Mathieu, qui, quand vous irez au Rêve à Montmartre, vous verrez, vous êtes très bien reçus et nous, on est cachés derrière. Mais tout ça est un assemblage de choses. Mais c'est vrai qu'il y a un détail dans notre travail, c'est que parfois, vous passez 3 ans sur un hôtel et puis vous avez des amis qui y vont. Et puis, alors, t'as vu, j'ai ouvert et tout. Ils disent, ah ouais, c'est super. Mais écoute, Antoine, vraiment, c'est un enfer. Ils sont pas capables de servir un café. Ou j'ai une demi-heure à recevoir mon plat, mais c'est pas possible, etc. Et en fait, avec une mauvaise expérience, ça ruine tout un projet. Puis vous lui dites, t'as vu, on a retravaillé toutes les moulures parce qu'en fait, on a tout refait à l'ancienne. Mais en fait, il s'en fout complètement. Il a juste pas eu son café et il a pas pu manger correctement. Et c'est là quand on parle de fonction et ce lien avec des entrepreneurs visionnaires, c'est-à-dire que on doit aussi nous accrocher au bon projet. Dans la bonne locomotive. La locomotive, c'est vraiment le client. Et de s'accrocher à ça, parce que sinon, on se retrouve dans des projets foireux et tout le monde va se souvenir que... Voilà. Et au Rêve, justement, il est ouvert depuis 3 mois. On a plutôt des bons retours et ça, c'est très agréable. Et dites, peut-être ça mérite... J'ai eu la chance d'y aller. Il est... 89 rue Colincourt. 89. Donc le Rêve, c'était un rêve en fait. Exactement. C'était un rêve absolu. Et on a d'autres rêves. Et on a d'autres rêves. Oui, parce que quand on s'est rencontrés pour préparer cette conférence, vous m'avez dit que vous aviez l'intention d'investir dans d'autres paradis perdus. Alors, vous pouvez nous en dire un petit peu plus aujourd'hui ou Non, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt, mais c'est vrai que l'exemple du Rêve est le bon exemple. C'est-à-dire que si on trouve effectivement d'autres lieux qui sont en passe d'être fermés. Des lieux effectivement qui de ont convivialité, c'est-à-dire café, restaurant, hôtel, nous a dit hôtel, mais ça peut Antoine. être boutique, une parfumerie, une papeterie, enfin. Ah oui. Donc en fait des lieux ancrés. Des lieux qui ont des histoires. Oui. Des lieux inspirants, oui, et c'est vrai que peut-être des lieux aussi avec une idée de marque derrière. Je ne sais pas ce qu'on fera de ce projet. Le Rêve, aujourd'hui, c'est un bistrot de quartier, mais rien que au Rêve Montmartre, ça nous emmène dans un imaginaire peut-être de choses qu'on pourrait faire avec, mais on n'en sait rien. Et c'est vrai que les autres paradis perdus sont sûrement des endroits où on n'aimerait vraiment pas voir une agence immobilière grandir dedans. Donc ça, c'est le premier truc, c'est la sauvegarde du patrimoine. Et ensuite, peut-être de récupérer ces lieux et d'en faire quelque chose. Donc c'est... tu nous feras pas dire ce que c'est parce qu'on est un peu superstitieux et on voudrait que ça marche, mais on peut créer des marques pour les autres et on peut en créer aussi pour nous, ou en tout cas parfois de se dire peut-être celui-là c'est à nous de le faire. D'accord. Je vous remercie. On va garder quelques minutes si éventuellement vous avez des questions à poser à Agnès, Clémentine ou Antoine sur leur projet, sur leur savoir-faire. Toujours le moment un peu angoissant. Vous n'avez pas de questions, on va conclure cette conférence. Oui ? Il n'y a plus de stock de caissons. On est en train de le reconstruire. On a été complètement nuls et on a mal stocké. On ne s'est pas rendu compte. Mais ça, c'est aussi parce qu'on fait des choses on a été prudent. On a été prudent, ah oui, c'est ça. On fait des choses à petite échelle et par moment, voilà, et ils ont été tous raflés dans les 15 jours avant Noël et puis maintenant, il n'y en a plus. Mais on va le rééditer, bien sûr. Ouais, c'est sympa. Oui. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir comment vous gérez votre bureau à New York. Pas simple entre deux pays. Alors, on est parti d'ailleurs à New York grâce à Marie-France et Bernard Cohen. Enfin, grâce à Merci, qui avait été invité chez Gap pour faire un petit pop-up très,
quelques semaines ou quelques mois après l'ouverture. C'était assez fou. Et donc, on avait envie de déployer un autre studio plutôt que d'être trop grand à Paris, de pas réussir à rester dans cet esprit voilà, petite équipe, brainstorm ensemble, de travailler toujours un peu main dans la main avec tout le monde. Et New York, on a un directeur artistique qui s'est installé là-bas et Antoine a fait beaucoup d'allers-retours pendant pas mal d'années, jusqu'au jour où on a ce directeur artistique qui s'est associé avec nous et qui a un peu pris voilà, pas son envol, mais en tout cas qui a réussi à monter son équipe et à s'entourer pour pouvoir vraiment être assez indépendant. Et il y a une directrice générale qui s'occupe de Paris, mais qui s'occupe aussi de New York, et donc qui, elle, maintenant fait ses allers-retours là-bas. C'est des clients qui sont plutôt américains. Ça nous a amené effectivement beaucoup de projets à l'international, donc ça, c'était assez passionnant de pouvoir effectivement travailler avec des marques à l'étranger. Par exemple on a Bjorg, qui est une marque de cosmétiques à Hong Kong. Mais la Samaritaine, hein, elle s'est venue par New York. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, la Samaritaine, c'est DFS, c'est l'opérateur duty free d'LVMH. Et la direction générale était à Hong Kong et le directeur de création était à New York. Et en fait, il connaissait le studio de New York. Je ne sais même pas s'il connaissait le studio de Paris. Il savait que ça avait un lien avec Paris, donc c'était assez fort. Mais tout le début du projet s'est fait à New York. C'est très étonnant. Et après, ça a été on a fini avec LVMH à Paris, mais c'est vraiment que la dernière année. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a vu beaucoup de monde venir à New York, se casser les dents. Et je pense, alors, je donne pas trop de leçons, mais je pense qu'un des trucs forts, c'est que tout de suite, on a travaillé avec des clients américains comme une entreprise américaine. Ils ont un truc ils aiment pas trop le côté où on drop des projets sans avoir une équipe ancrée, etc. Donc c'est vrai que moi j'étais un peu le petit satellite qui venait, mais ce qui a tout de suite plu aux New-Yorkais, c'était que c'était une équipe de vrais New-Yorkais qui vivaient là et qui, je pense que on n'était pas sur des projets. Les autres projets n'étaient pas des projets français, c'était que des projets de New-Yorkais, enfin côte ouest et côte est, hein, parce qu'on a tout de suite eu beaucoup de choses à Los Angeles. Et ça je pense, marqué le projet comme un vrai projet américain. Il y a une dernière question, sinon on va conclure cette conférence. Super. Je vous remercie. Je remercie Merci. tout le monde d'avoir Merci Sylvie. d'être déplacé. Merci Sylvie. D'avoir accueilli. Merci beaucoup.